Bonjour Christophe Béchu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire d'Angers, secrétaire général d'Horizon. C'est le parti d'Édouard Philippe, ancien ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Christophe Béchu. On va commencer en revenant sur la condamnation de Marine Le Pen, condamnation qu'elle conteste. Elle part de tyrannie des juges. Est-ce que selon vous, cette décision, cette condamnation pose des questions démocratiques, comme le dit le RN ? Non. Je pense d'abord que c'est une condamnation logique. Tout le monde se concentre sur l'inéligibilité provisoire, mais ça vaut quand même le coup de s'arrêter 2 minutes pour les raisons pour lesquelles elle est passée devant un tribunal et pour lesquelles, à la fin, elle a été condamnée. On parle de 4 millions d'euros de détournement de fonds publics, on parle d'un système organisé, et on parle d'un parti politique, d'une présidente de parti qui, à la barre, n'ont pas contesté les faits, qui ont expliqué que c'était de l'argent qu'ils recevaient du Parlement européen et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, alors même qu'il y a des règles. Donc on a une décision qui est arrivée non pas parce que des juges ont voulu se faire le RN ou Marine Le Pen, mais parce qu'ils ont été pris en détournement de fonds publics. Ensuite, la question que ça pose, c'est est-ce que, quand l'appel n'a pas été jugé, on peut, sur la base d'une condamnation en première instance, empêcher quelqu'un d'être candidat et tout de suite lui appliquer une sanction définitive alors que le jugement n'est pas définitif. Et ça, c'est une incongruité, c'est un truc qui n'existe pas vraiment en droit français, à part dans cet endroit-là. J'observe que ça fait 10 ans que cette règle existe, que jamais le Rassemblement national n'a crié au scandale démocratique quand ça visait ses adversaires politiques, et que maintenant que ça les vise eux, ils expliquent que c'est un problème, que c'est un scandale et que c'est délibéré. Donc il faut raison garder. Moi je pense que ça n'est pas une bonne nouvelle démocratique, parce que ça peut donner ce sentiment à une partie de nos concitoyens, mais c'est pas ça l'histoire. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une condamnation logique, on a une décision par les juges sur la base du droit existant, un droit qui est constant depuis 10 ans, et que si on a quelque chose à interroger, c'est potentiellement de refaire la loi si on considère qu'il faut arrêter d'avoir des inéligibilités. Il y avait un bureau politique d'Horizon hier soir. Qu'a dit Édouard Philippe? Qu'est-ce qu'il pense de ce jugement? D'abord, Édouard Philippe, vous savez, il avait eu l'occasion de dire, bien avant tout ça, bien avant le délibéré, qu'il préférait affronter ses adversaires politiques dans les urnes plutôt que dans les prétoires. Il n'a pas changé d'avis, et il a d'autant moins changé d'avis qu'il n'avait pas voté la loi de 2016 dont on est en train de discuter, en disant on a parfois la tentation de laver plus blanc que blanc, mais à l'arrivée, on peut se retrouver dans une situation où on met en place des monstruosités juridiques ou des choses qui ne sont pas des objets qu'on pouvait imaginer. Mais ça a surtout été une occasion pour les membres du bureau politique d'échanger, de partager ce qu'on ressentait sur nos territoires, de partager les uns et les autres ce qu'on avait pu entendre, avec 2 sentiments qui se dégageaient. D'abord celui de cette sidération de beaucoup de gens, et en même temps, ces premiers retours qui sont assez conformes aux sondages qui ont été publiés, d'énormément de gens, parfois même d'électeurs du Rassemblement national, qui disent la justice est la même pour tous, et s'il y a faute, c'est normal qu'il y ait condamnation. Ça veut dire que vous n'avez pas été troublé, ni vous ni Édouard Philippe, contrairement à François Bayrou, vous n'avez pas été troublé par ce jugement? Non, je pense qu'à un moment, on est dans un état de droit, on a des institutions, il y a un pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire a pris des décisions sur la base de faits, sur la base du droit existant. Et on a cette situation dont les effets peuvent provoquer une surprise, une sidération, mais qui, dans le même temps, sont logiques et normaux. J'ajoute que depuis hier soir, les choses ont sans doute quand même un peu changé, puisque la journée d'hier s'est terminée par l'annonce qu'il pourrait y avoir un appel dont la décision serait rendue à l'été 2026. Or, qu'est-ce qu'on fait depuis 48 heures? On se demande si c'est normal qu'une candidate puisse être potentiellement empêchée d'être candidate à une élection alors qu'il n'y a pas de jugement définitif. Si vraiment l'appel se tient dans ce délai-là, on aura un jugement définitif. Et là, de 2 choses l'une, où la Cour d'appel constate que le RN est coupable, et il sera normal que Mme Le Pen soit inéligible. C'est le cas pour tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement pour le RN plutôt que pour d'autres, ou le tribunal constatera à ce moment-là que les infractions finalement ne sont pas si graves ou n'ont pas eu lieu, et à ce moment-là, elle le restaurera il la restaurera dans sa capacité à être candidate. Et nous n'aurons plus débat sur l'exécution provisoire. Est-ce que vous comprenez que François Bayrou veuille entamer une réflexion sur l'exécution provisoire? Je le comprends, parce qu'encore une fois, c'est quand même étonnant de pouvoir se retrouver sans possibilité d'appel et avec une sorte de couperet qui vous empêche d'être candidat ou qui vous prive de votre mandat. Mais c'est le bon moment. Un élu local. C'est le bon moment maintenant. Mais vous savez, moi j'aurais préféré que ce débat, on l'ouvre
quand Hubert Falco, maire de Toulon, a été débarqué et quand, en sortant du tribunal, pour des sommes 10 fois, 100 fois inférieures à ce qu'on reproche au Rassemblement national, il a été rendu inéligible de manière immédiate, sans possibilité d'appel. Et là, où était l'émotion des uns et des autres? Où était la demande d'aller ouvrir une réflexion sur le texte? Nulle part. Donc, je pense, indépendamment du cas de Marine Le Pen, que cette règle qui consiste à rendre les gens inéligibles sans attendre le résultat de leur appel est une mauvaise règle. Mais Éric Ciotti a dit qu'il déposerait dans sa niche au mois de juin une proposition de loi pour supprimer justement cette exécution provisoire sur l'inéligibilité. Est-ce que les députés Horizon la voteront? On va d'abord attendre de voir ce que Éric Ciotti rédige. Il lui arrive parfois d'annoncer des choses et de ne pas les faire, ou de les faire avec une telle outrance que ça rend compliqué de le suivre. Donc moi, j'entends que le Premier ministre veut ouvrir une réflexion, j'entends que certains pourraient déposer des propositions de loi. Je vous dis qu'à titre personnel, et ça ne vous a pas échappé, je ne suis ni député ni sénateur, je serais favorable à ce qu'on puisse faire évoluer cette règle. Lors du bureau politique, est-ce qu'Horizon déposera sa propre PPL sur ce sujet? La discussion que nous avons eue, c'est qu'il y aurait une réflexion et que nous y prendrions part. À ce stade, vous souhaitez que pas la proposition de loi vienne du bloc central plutôt que d'Éric Ciotti? Je ne vous dis pas ça. Je dis qu'il est souhaitable qu'il y ait une réflexion. Et peu importe, à vrai dire, qui est capable de la porter, comment. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a un chemin, est-ce que les partis peuvent se retrouver sur un thème qui ne devrait pas être l'apanage d'un parti ou d'un autre. Alors d'ici là, le Rassemblement national a lancé une pétition, des tracts, a annoncé un meeting pour ce week-end. Est-ce que vous craignez l'atmosphère qui est en train de se développer depuis la condamnation de Marine Le Pen? Est-ce que ça peut galvaniser au-delà de son socle habituel et contre la justice, les juges? On ne sait pas ce que ça peut produire, mais si demain les juges doivent se dire « je ne peux pas prendre une décision qui est conforme au droit parce que ça va susciter des pétitions ou des rassemblements », il n'y a plus de justice. Donc, très concrètement, qu'ils fassent des pétitions, qu'ils fassent des meetings, c'est évidemment leur droit et c'est une manière d'essayer de se victimiser. Il faut quand même se souvenir que rien de tout ça n'existerait si à la base le Rassemblement national n'avait pas fraudé. Vous ne craignez pas les conséquences dans l'opinion publique? On ne sait pas ce que seront ces conséquences. Et je vous avoue que, bien sûr, la frustration, la colère d'un certain nombre d'électeurs, je ne sais pas les formes qu'elles prendront. Mais je sais une chose, c'est que la peur n'empêche pas le danger. Et donc que si à un moment, parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose, vous refusez d'appliquer les règles normales, nous ne sommes plus en démocratie. Donc je vous redis, on va évidemment voir ce qui se passe. Mais s'il y a des dérapages, s'il y a des expressions qui sont effectivement des expressions de violence, ça desservira le RN bien plus que ça ne le servira. Mais sur ce meeting de dimanche, vous dites c'est leur droit, ou vous dites par exemple Xavier Bertrand ce matin il dit qu'il n'a pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. Vous la voyez comme ça, cette mobilisation de dimanche? Sincèrement, je vais attendre dimanche pour me faire une idée, mais je pense qu'ils jouent avec le feu. Le RN? Ah ben, bien entendu, parce que en soufflant sur les braises, en laissant entendre que ce ne serait pas à cause de leur propre turpitude et à cause de la fraude qu'ils ont commise au Parlement européen, mais en laissant penser que comme ça, il y a un juge qui l'empêche de se présenter pour une raison qu'on ne connaît pas, ils jouent un jeu dangereux avec les démocraties. Une forme de trumpisation du RN, selon vous? Bien sûr. Bien sûr. Christelle. Sur un plan politique, est-ce que vous pensez que cette décision fragilise François Bayrou? Marine Le Pen a souvent menacé d'une motion de censure. Est-ce que ça risque d'arriver? Je ne sais pas, pour être très honnête. Pour que François Bayrou soit renversé, il faut une coalition des extrêmes. Il faut que LFI, le RN se mettent d'accord et que les Verts et le PS continuent d'être les otages des Insoumis ou le redeviennent pour le Parti socialiste. Cette configuration, sur le papier, elle pouvait sembler improbable. Elle a abouti à la chute de Michel Barnier. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. C'est le Parti socialiste et les Verts qui tiennent les clés. Le problème, c'est que les Verts sont sur le porte-bagages des Insoumis depuis le début. Et à la différence des socialistes qui, eux, tiennent un discours de responsabilité, on a des écologistes qui restent totalement à la remorque des Insoumis. Donc le vrai sujet, c'est malheureusement pas les écologistes. Le vrai sujet, c'est les socialistes, qui jusqu'à maintenant font preuve de davantage de responsabilité dans la séquence dans laquelle nous sommes. Je veux croire que ça va durer. Est-ce que François Bayrou ne tire pas un peu sur la corde en disant on ne reviendra pas sur les 64 ans, les 62 ans, c'est pas possible? Est-ce qu'il ne met pas un petit peu en danger la non-censure du PS? Je pense qu'il énonce à haute voix ce que tous les gens sensés et responsables savent. Dans tous les pays qui nous entourent,
Parce qu'on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Imaginez qu'il y aurait une exception française et que chez nous, alors même qu'on a les mêmes effets démographiques, on pourrait ne rien faire, c'est mentir aux gens. Mais en disant ça, il revient sur l'accord qui a été passé avec le PS et qui lui a valu de ne pas être censuré. Il a proposé avec habileté une formule pour éviter, comme vous dites, d'être censuré. Le problème vient peut-être de là. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les règles du jeu qui avaient été posées dès le début, peut-être aurait-il dû être plus clair sur le fait qu'il y a évidemment des choses qui n'étaient pas possibles. Mais encore une fois, je ne peux pas blâmer le Premier ministre de dire à haute voix ce que tous les gens responsables savent, ce que tous les Européens autour de nous font. On vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Il a sciemment entretenu le flou pour éviter la censure. C'est vous qui le dites, mais je pourrais partager votre formule. Vous dites qu'il aurait dû être plus clair, c'est un peu ce que ça veut dire. Christelle. Dernière question sur la condamnation de Marine Le Pen. Est-ce que ça change la donne pour les élections de 2027 et est-ce que ça change la stratégie d'Édouard Philippe en vue de la future élection présidentielle? Est-ce que ça change la donne? Oui. Est-ce que ça change la stratégie d'Édouard Philippe? Non. Pourquoi ça change la donne? Évidemment, si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, c'est un fait politique. Ça veut même dire que ce serait la première élection présidentielle où il n'y aurait pas de bulletin avec le nom Le Pen depuis un nombre d'années tel que les moins de 40 ans ou que les moins de 50 ans n'ont jamais vécu une situation de ce type en se rendant à l'isoloir pour une élection présidentielle. Mais d'abord, est-ce que si demain c'est Jordan Bardella qui représente le RN ou Marion Maréchal Le Pen, est-ce que ce sont des candidats qui seront moins dangereux? Il y a beaucoup. Mais est-ce qu'on les affronte de la même manière? C'est un peu ça la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ce sera. Je ne sais pas la ligne qu'ils porteront. Ce que je sais, c'est que les idées du RN ne vont pas disparaître. C'est que la condamnation de Marine Le Pen, elle peut solidifier un socle de gens qui se disent c'est scandaleux et donc on va d'autant plus y aller, se mobiliser, etc. Elle peut donner le sentiment à certains élus qu'en tenant un discours très très à droite, ils peuvent récupérer des voix qui auraient été vers Marine Le Pen et pas vers un autre. Ça peut accentuer l'idée de M. Mélenchon qu'il peut récupérer les fachos fâchés. Bref. Ouais. Certains élus à droite, c'est Bruno Retailleau. Ce que je crois, c'est que le sujet, c'est pas celui-là. Pour nous, Édouard Philippe sera candidat à cette élection présidentielle et son sujet, c'est de proposer à notre pays un programme de redressement, de souveraineté, de prospérité, avec des réformes massives et en faisant en sorte qu'on donne à ce pays tout le potentiel dont il a besoin et dont on est en train de se priver en ce moment alors que le monde accélère. Il a fait à Bordeaux, il a fait à Lille, il commence à dévoiler son projet. Est-ce que vous avez l'impression que ça imprime? À Marseille le 17 mai. Est-ce que vous avez l'impression que ça imprime? Nos adhérents augmentent. Vous pouvez constater que même si l'élection est lointaine, le regard que les Français portent sur Édouard Philippe, ça reste un regard... Mais c'est audible là dans la période. Mais vous m'interrogez sur l'élection présidentielle. C'est pas moi qui suis venu sur votre plateau pour vous faire des annonces sur cette élection. On s'y prépare de manière très tranquille. C'est dans 2 ans. Ça n'a pas lieu demain matin. C'est mais justement, évidemment. Pourquoi il s'est déclaré aussitôt? Il s'est pas déclaré trop tôt, Édouard Philippe? Il a dit à haute voix ce que tout le monde savait. Vous savez, c'est quand même assez formidable. Vous faites semblant de dire j'annoncerai que je serai candidat le moment venu. Et là, on se dit quand même pourquoi est-ce qu'il dit pas les choses? Vous le dites, on vous dit quand même il s'est déclaré un peu tôt. Il ne prend pas les Français par surprise. Il n'a pas convoqué une fête foraine avec une fanfare pour dire « Vous savez quoi, je vais répondre à cette question. La réponse est oui. Oh, ça alors, quelle surprise !» Non, il a officialisé ce que les Français savent et ce que beaucoup de Français espèrent à suivre les enquêtes d'opinion. Mais pas seulement, à écouter aussi ce qu'il dit sur le terrain. Les gens veulent quelqu'un qui soit capable de tenir la barre avec fermeté, qui ne donne pas le sentiment d'aller zigzaguer et de ne pas savoir où il nous emmène, dans un contexte où chacun l'a vu quand il était Premier ministre, avec le sang-froid, la détermination et la hauteur de vue dont on a besoin. Un dernier mot, puisque vous parlez des enquêtes d'opinion. Dans notre baromètre Odoxa, qui mesure la cote de popularité des politiques, Édouard Philippe, cette semaine, perd la première place. Une place qu'il occupait depuis des mois dans ce baromètre. C'est Marine Le Pen qui lui passe devant. Ça vous inquiète? Non. Il n'y a pas un signal d'alarme pour vous? Absolument pas. Vous me réinterrogerez dans quelques mois, mais encore une fois, ça n'est pas notre obsession. Le sujet, c'est... Je suis convaincu que cette élection présidentielle en 2027, elle arrivera le moment venu parce qu'avant, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe aujourd'hui et que la première préoccupation des Français dans un monde qui est marqué par l'irruption de Trump, par une guerre à Gaza qui n'en finit pas, par ce qui se vit en Ukraine, c'est pas ce qui se passera dans 2 ans. Mais dans un coin de tête, ils savent, ils voient bien qu'avec le Parlement bancal dont on dispose aujourd'hui sans majorité relative, il n'y aura pas de réforme majeure dans les 2 ans.
Et que le sujet, c'est comment on colmate des trous budgétaires à la fois dans l'année en cours et en vue de construire un budget crédible pour l'année 2026. Et que c'est en 2027 qu'il faudra trancher les grands sujets, les nœuds gordiens du pays. Et à ce moment-là, les Français regarderont l'offre qui leur sera proposée, qu'Édouard Philippe soit premier, deuxième, troisième, je ne sais où, dans le... Peu importe. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'il continue à aller rencontrer les Français, à sillonner le pays, à rencontrer les agriculteurs, les commerçants. Est-ce que vous discutez avec les LR d'une candidature commune? Ma conviction, c'est que malgré la condamnation de Marine Le Pen, les choses n'ont pas changé. Il n'y aura qu'un ticket qualificatif pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2027. Il y aura un candidat du RN qui sera présent. Et donc, dans ce contexte, avec Laurent Wauquiez, il ne pourra pas y avoir plusieurs candidats du bloc central à la fin qui se qualifieront. Et tout le monde s'en rendra compte le moment venu. Vous discutez ou pas? Pour le moment, la priorité de M. Wauquiez et de M. Retailleau, c'est plutôt de discuter entre eux ou plutôt de convaincre leurs propres adhérents. On verra fin mai, avec lequel nous avons vocation à discuter. Alors vous disiez l'important c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que... Édouard Philippe a récemment accusé François Bayrou d'immobilisme. Vous venez de dire aucune réforme majeure d'ici 2027. Le Parlement étant ce qu'il est-ce qu'il peut quand même se passer des choses ou pas? Mais nous le souhaitons. Il l'accuse d'immobilisme, mais en fait... Il ne l'accuse pas d'immobilisme. Il constate un immobilisme. Il constate que nous n'avons pas de programme, de feuille de route particulière à partager à l'échelle du socle commun. Mais on ne souhaite pas cet immobilisme, on se réjouit à chaque fois que les choses avancent. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose aujourd'hui avec le Parlement tel qu'il est? Regardez la proposition de loi sur le narcotrafic qui a été adoptée. C'est un sujet auquel on est tous confrontés, partout en France, et que ce texte ait été adopté à une très large majorité, avec uniquement une partie des insoumis et des communistes et des écologistes qui ont refusé, entre guillemets, de regarder la réalité en face, ça me réjouit, parce que ça va nous donner des moyens. Qu'est-ce que vous aimeriez voir débattu comme thématique aujourd'hui? Mais il y en a malheureusement des quantités. Ce que je veux dire, c'est que... on a les sujets de dette publique. On peut continuer à détourner le regard, à se dire que 4,9 c'est mieux que 5,2. On a un sujet qui est tel, quand on a une dette qui est à 3 300 milliards, un déficit qui dépasse les 5%, qui est le plus élevé de la zone européenne, que ces sujets budgétaires... Ça sera débattu au moment du budget. Mais on aurait presque le droit d'en parler en dehors de l'automne. Compte tenu de son importance, on pourrait imaginer qu'une partie du temps est consacrée à avoir des revues de détails, de projets, de budgets, sans attendre ce moment-là. On a une situation sur le plan géopolitique et international qui, elle aussi, pourrait quand même nous conduire à avoir quelques discussions autour des questions de défense, autour du fait de se demander si notre pays est prêt, autour du fait de regarder si on ne doit pas, autour de ce sentiment de défense ou tout simplement de ces réflexes... Vous lui demandez une réflexion là-dessus et un débat au Parlement là-dessus à François Bayrou? Je ne le demande pas en tant que secrétaire général d'Horizon, je les attendrai, j'allais dire, en tant que citoyen. L'écologie, je sais bien qu'on en discute beaucoup moins et que les angles qui sont pris sont parfois très démagogiques sur la façon d'évoquer ces sujets. Mais pendant ce temps-là, on a des émissions de gaz à effet de serre qui, sur le plan mondial, continuent à s'amplifier. Et on a une nécessité à ne pas détourner le regard parce que l'inaction, à la fin, elle nous coûtera à tous. Il y a donc des mesures de prévention sur lesquelles on aurait intérêt à prendre les devants, au lieu d'être dans cette espèce de concours d'évitement auquel on assiste. Quand je vous écoute, il me vient une question, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'Horizon fait encore partie du socle commun? Je vous trouve très critique vis-à-vis de François Bayrou. Est-ce que vous êtes toujours un soutien du Premier ministre? Je n'ai absolument pas le sentiment d'être critique quand je vous dis ça. Et non seulement on est membre du socle commun, enfin vous conviendrez avec moi que nous n'avons manqué à aucun gouvernement d'union nationale depuis le début. Édouard Philippe, c'est celui qui a appelé à faire la coalition avec les LR dès 2022, en disant que puisqu'on n'avait pas une majorité, il fallait travailler avec d'autres. En 2024, il a appelé à faire une coalition avec les sociodémocrates. On a soutenu Michel Barnier et on n'a pas réclamé, on n'a pas trépigné, on n'a pas tapé du pied sur la table ou par terre pour avoir des postes. Quand François Bayrou a été nommé, pareil. On n'a pas été marchandé notre soutien, on le lui a accordé dès l'origine. Cette position, elle nous caractérise depuis le début. On est non seulement des partenaires qui sont loyaux, mais à l'inverse, on ne veut rien perdre de notre liberté. Et donc, de la même manière qu'on soutient que nos voix ne manquent pas dans les votes, on peut quand même, à haute voix, regretter un certain nombre de choses sans que ça passe pour des critiques. Quand je vois les propos qui sont tenus par les LR, les propos qui sont tenus par Renaissance et d'autres, j'ai vraiment pas le sentiment qu'on soit critique ou qu'on soit en dehors du socle commun. On est dedans.
avec toute la loyauté nécessaire sur tous les textes qui sont présentés, et avec le souhait de mettre parfois des accents toniques sur certains sujets. Plus que Gabriel Attal? Honnêtement, c'est pas le sujet, ni pour les Français, ni pour nous. Vous dites on peut regretter certaines choses. La loi sur le ZAN et les ZFE vient d'être détricotée. Est-ce que ça fait partie de vos regrets? Je distingue les deux sujets. D'accord. Sur les ZFE, en tant que ministre, j'ai fait en sorte de désensibiliser une partie du dispositif. En disant, là où on dépasse les seuils, c'est normal qu'il y ait des restrictions de circulation parce qu'on a un enjeu de santé publique. Là où on ne dépasse pas les seuils, je ne vois pas pourquoi on irait mettre des contraintes puisqu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'à Angers, vous avez mis en place la ZFE, mais sans contrôle? Bien sûr. Parce que ça fait un peu en même temps. Mais, je mets une ZFE parce que j'ai l'obligation législative d'en mettre une. Mais je dis en même temps, on ne devrait pas avoir cette obligation puisqu'on est déjà à des seuils de qualité de l'air qui correspondent aux standards, pas seulement de la France, mais de l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé. Donc je ne vais pas aller mettre des sanctions à des automobilistes alors que même s'ils cessaient de circuler, le gain serait marginal, invisible à l'œil nu par rapport à la qualité de l'air. Et donc je dis là-dessus, il est logique, il serait logique qu'on revienne au texte qui a institué les ZFE, 2019. Vous êtes en dépassement de seuil, il y a des voitures qui ont l'interdiction de circuler. Et qu'on ne me dise pas que c'est une mesure anti-pauvres, parce que les pauvres, c'est aussi ceux qui meurent de la pollution, qui sont dans les logements qui sont les moins isolés. Et donc pour être clair, je n'accepte pas qu'on présente les ZFE comme des mesures anti-pauvres, mais je n'accepte pas non plus qu'on dise il faut interdire pour interdire, il faut mettre des sanctions pour mettre des sanctions. Les choses sont simples. Vous dépassez la qualité de l'air, il y a un risque, on interdit. Vous ne dépassez pas la qualité de l'air, il n'y a pas de risque, on n'interdit pas. Et le ZAN, c'est pas pareil. Sincèrement, comment peut-on ne pas se rendre compte que de continuer à bétonner ce pays, à supprimer 5 terrains de football par heure, on est en train de grignoter notre souveraineté alimentaire, de remettre en cause une partie de nos paysages et de nos forêts. Que pour des raisons bassement électorales, pour plaire à des grands électeurs, on aille expliquer que ça va toujours pas, qu'il faut continuer à revenir et à revenir encore sur ce texte, je pense que c'est une faute. Et là, vous pointez du doigt le gouvernement là-dessus? Je pointe du doigt les sénateurs qui ont pu participer à nouveau à remettre en place des votes. Je pointe les discours de certains qui prétendent défendre les agriculteurs, alors même que le béton menace bien plus les agriculteurs que l'OFB. Et que fondamentalement... Le Français de la biodiversité. Donc vous pointez aussi du doigt de le renvoquer. Mais quand j'entends des propos qui consistent à expliquer qu'il faudrait revenir sur le ZAN et supprimer la police de l'environnement, je pense sincèrement qu'on marche sur la tête par rapport à une réalité. Vous savez, il y a 40 ans, dans cette enceinte, le Sénat, il y a des gens qui dénonçaient la loi littorale en disant c'est scandaleux, on va retirer aux maires le pouvoir de construire, on va faire disparaître les villes littorales parce qu'elles auront moins le droit de se développer. 40 ans après, tout le monde se dit qu'on a bien fait de limiter le droit à construire à proximité immédiate du littoral et que ça n'a pas empêché ni le développement de ces villes, ni le développement de ces territoires. Je pense la même chose. Je pense qu'on doit diminuer le nombre d'espaces que nous bétonnons, d'autant plus que quand, à l'échelle de notre pays, on ne gagne plus de population, comment peut-on continuer à artificialiser au même rythme? On a de faux débats. De nombreuses mesures de défense de l'environnement sont en train d'être détricotées. Est-ce que vous diriez que l'écologie, c'est terminé aujourd'hui? Je ne dirais pas ça. Je regrette encore une fois qu'on détourne le regard parce que pendant ce temps-là, les problèmes ne changent pas. Maintenant, la situation dans laquelle on est, elle est provoquée à la fois par des gens qui sont à la fois climato-sceptiques et malheureusement... C'est la victoire des populistes, ça? Mais qui est rendu possible par des écologistes politiques qui font n'importe quoi. Quand vous centrez vos universités d'été sur Médine, quand vous passez plus de temps à discuter de la vie sexuelle de M. Bayou que des franchissements des limites planétaires, quand vous expliquez aux gens que si on ne fait pas tout, autant ne rien faire, vous donnez des arguments à ceux qui sont en face. Et avec des écologistes politiques qui considèrent que si on n'est pas de gauche, on ne peut pas sincèrement protéger l'environnement, on dessert totalement la cause. On a un tel manque de maturité, j'allais dire, sur le plan de l'écologie politique, avec cet alignement sur la lutte des classes, que malheureusement, c'est la cause elle-même qui souffre. Et donc, entre les climato-sceptiques d'un côté et les climato-ultra-ayatollahs qui conduisent à un climato-défaitisme de l'autre, le chemin pour les raisonnables, il faut qu'on soit capable de le restaurer. Merci Christophe Béchu.